De la connexion, je suis en direct. Bonjour, ça y est, il y a Maya qui commence. Eh bien, bienvenue à toutes, à tous. Je ne sais pas, je dis à toutes ou à tous, peu importe. Voilà, je suis dans une espèce d'excitation comme une môme parce que voilà, je vais retrouver Elisa. C'est la première fois qu'on se rencontre en face à face, mais elle a eu la gentillesse d'accepter cette invitation. Et voilà, pour moi, c'est le plus beau métier du monde, que d'accompagner la naissance, la maternité, la paternité. Et puis Elisa, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a un parcours complètement dingue et j'aime beaucoup ce côté différent de la norme. Et j'aime son instinct et sa spontanéité et voilà la connexion avec les animaux, avec les éléments, puisque la nature, voilà, c'est aussi de l'eau et le chant, évidemment, tout ça, ça fait partie de tous ces outils qu'elle met en place. Elisa, quand tu veux venir, il n'y a pas de souci, je t'accueille avec plaisir. Et normalement, tu dois être sur ton téléphone et tu dois faire une demande et je vais pouvoir l'accepter après. Et voilà, moi j'ai eu la chance de mettre au monde mes enfants avec la même sage-femme et qui faisait elle aussi du chant, ce qui n'a pas été mon cas, mais j'ai des amis qui ont accouché avec elle et qui ont chanté aussi pendant l'accouchement. Donc je vais en attente de la connexion. Coucou! Ça marche. Oui, ça va. Trop contente. Oh, on dirait une sirène. T'es Ah, avec le petit coussin derrière, j'adore. C'est magnifique. c'est l'occasion. C'est Ah, ouais, super. c'est parfait. C'est parfait. Ouais, t'as vu, j'ai fait l'invitation en bleu pour essayer de faire un peu Parfait. J'ai corporate. vu Hein. que ce soit Je me suis dans posé la question mes... de savoir si j'allais mettre du bleu ou pas aussi, mais bon, je te laisse la primeur. C'est Ouais, c'est ça. toi En qui es tout dans cas, le... merci pour cette invitation parce que vraiment, c'était une belle idée et pour démarrer l'année dans la communication, l'ouverture et la possibilité d'échanger nos pratiques, c'est vraiment super. Mm. Ouais, c'est chouette. Mais c'est vrai que bon, c'est ce que je dis. Voilà, ça fait au moins 3 ans que je pense que je te suis. Alors, j'étais pas sur Instagram à l'époque, j'étais plus sur Facebook, ce que tu. Ouais, Et les premières images que j'ai vues de toi à l'étranger, du côté de la Thaïlande, me semble-t-il, ou je ne sais plus. en Et Indonésie. voilà, Ouais. Indonésie, et je t'ai vu dans l'eau avec des ostéopathes. Je me suis dit, pétard, c'est quoi ce truc? Et voilà, bon, Ouais. je ne fais pas partie du staff des ostéopathes ni des sages-femmes. Mais voilà, j'ai une histoire personnelle qui est très très proche de la maternité, puisque je suis maman de 3 enfants. Et je le disais avant que tu arrives, mais on s'est déjà communiqué un petit peu avant aussi de Ouais. connecter maintenant. Mais j'ai eu la chance et la grâce vraiment d'accoucher avec la même sage-femme. Ça, Et c'est merveilleux, hein, c'est parce qu'il se merveilleux. crée un lien qui se tisse au fil des bébés et une confiance qui est juste immense, quoi, en fait. C'est immense, puis ça fait du lien aussi avec les enfants, parce qu'ils ont la première personne qui a accueilli, bah, Mm. c'est Paloma, donc voilà. Et Paloma, bah, je trouve qu'elle a une énergie très proche de la tienne, tu sais, bon, une femme qui avait voilà, une énergie espagnole et d'une grande simplicité et Mm. une terrienne, tu vois, donc quelqu'un qui était bien planté. Et alors, je sais pas, bon, moi, je vais avoir 58 ans, donc c'était une époque où dans les années 80, tu sais, il y avait un seul bouquin référent, une seule auteure qui disait tous les maux de la Terre. Et lorsque j'ai ouvert ce truc quand j'étais enceinte, j'ai dit, bon, ok, j'arrête tout, je veux même pas voir parce que ça me terrifiait. Je me suis dit, je vais Ouais. laisser parler mon corps et mon instinct. Et donc, voilà, ça s'est fait de fil en aiguille. Et avec Paloma, donc, j'ai pas suivi de cours de préparation à l'accouchement puisque j'ai accouché un petit peu avant. Et donc, ça s'est fait de façon naturelle avec de l'acupuncture, avec de l'eau aussi. Elle m'a fait prendre un bain chez elle et Ouais. avec des huiles essentielles. Et donc voilà, et quand je te vois, je pense à Paloma. Donc alors pour ceux qui ne savent pas, C'est vraiment cadeau. Voilà, ouais. ouais, donc Paloma Chaumette, alors elle est décédée il y a quelques années. Donc elle était comédienne, Paloma. T'as eu vraiment beaucoup de chance de poser tes bébés dans ses mains. Tu vois, vraiment, ouais, c'est cadeau, hein. Et puis c'est une chance que j'ai, comment dire, que j'ai co-créé avec elle aussi Mm. parce que Mm. Mm. je lui ai toujours dit, Paloma, pour le deuxième, tu me demandes à coucher là ou même pour le premier. Enfin, dans le métro, j'y vais quoi. J'ai, Mm. tu sais, une espèce de confiance Ouais, animale. ouais, absolu.
et absolue totale. Et du coup, pour le troisième enfant, bah, j'avais migré en Bretagne et je voulais qu'elle vienne à la maison. Malheureusement, elle m'a dit, ma chérie, c'est pas possible. Il y a plein d'autres femmes qui accouchent en même temps que toi, figure-toi. C'est un peu loin la Bretagne. Et du coup, bah, j'ai demandé au bébé d'être cool et d'attendre qu'on fasse le voyage jusqu'à Paloma. Et il a été cool. C'était les vacances scolaires de février. Donc, il s'est dit, bon, il y a mon frère et ma soeur en même temps que moi. Et puis voilà, on est parti. Et Paloma voilà, était présente aussi pour lui. Donc, c'est une grâce inouïe. Et j'imagine que toi, tu as dû mettre aussi des enfants au monde, peut-être dans les mêmes fratries. Dans la fratrie, ouais. J'ai eu la chance de m'occuper de plein de familles en entier, en fait. Alors, des fois sur 3 ou 4, tu vois, il y en a un qui échappe, mais ça n'empêche que moi j'ai la chance aussi de les voir avant et après. Donc c'est vrai que même si souvent je dis aux mamans qui sont un peu désespérées de pas pouvoir si moi je suis en déplacement ou je peux pas me déplacer pour tous les accouchements. Donc aujourd'hui, je me déplace encore pour quelques accouchements, à peu près, quand il y a des cas un peu difficiles, où je fais plus l'accompagnement en ostéopathie que véritablement en sage-femme, et généralement je suis en doublon avec une autre sage-femme pour pouvoir vraiment. Donc c'est grand luxe, hein, mais en même temps c'est merveilleux quoi de pouvoir vivre ça. Et c'est vrai que tous les bébés que je retrouve après en ostéopathie pédiatrique qui ont reçu l'information, qui ont reçu les soins in utero, j'ai l'impression qu'ils reconnaissent la main, qu'ils reconnaissent la voix, et c'est facile, la pédiatrie au cabinet, c'est vrai que les petits, à partir de 5 ans, ils sont à peu près autonomes dans leur prise en charge de soins pour eux, quoi, en fait. Ils arrivent à réclamer les séances, ils arrivent à dire là, je suis coincée, ça va pas, je veux ma séance. Donc c'est chouette, quoi. C'est une belle reconnaissance pour moi de pouvoir de pouvoir être dans ce lien-là avec les enfants, avec les fratries, et même quand je suis pas là spécifiquement à l'accouchement, j'ai tendance à dire aux mamans qu'elles ont un peu le pack autonomie totale, qu'elles ont tout à l'intérieur, quoi, qu'elles peuvent se débrouiller vraiment. Et puis l'enfant nous guide aussi, nous donne des informations. Donc c'est aussi important aussi pour nous d'être vraiment dans cet éveil de spontanéité et de reconnexion à notre naturalité. Je ne sais pas si ça se dit, mais de notre instinct de vie, tu vois, et tout est là en fait. Donc c'est magnifique. Après le travail de l'ostéopathie, je veux dire, c'est un truc fou pendant la grossesse. Je trouve ça tellement incroyablement accompagnant, aidant, soulageant, réconfortant. On a tellement d'informations avec l'accompagnement de l'ostéopathe. Et puis, à la naissance du bébé aussi, parce que même si on accouche par voie basse, aller vérifier à la naissance. Alors moi, j'ai un rôle maintenant plutôt de maman, qui va, comment dire, accompagner les jeunes femmes que je rencontre autour de moi pour leur dire, mais oui, tu viens d'accoucher, oui, mais j'ai accouché par voie basse. Mais surtout, vas-y, tu ne sais pas ce qui s'est passé pour le bébé. Donc, c'est-à-dire que toutes les naissances et toutes les grossesses sont quand même un passage initiatique. Donc en fait, il se passe des choses, même si tout se passe bien, c'est très, on va dire, c'est une transformation, une métamorphose en fait. Donc finalement, le corps de la maman, le corps du bébé va avoir des choses à adapter, à réguler, et donc c'est toujours une bonne chose, parce que des fois on se dit l'accouchement c'est bien, la grossesse s'est bien passée, l'accouchement s'est bien passé, il n'y a pas besoin du suivi pédiatrique, mais en fait bien évidemment que si, en fait c'est justement ça qui fait que on fait de la prévention aujourd'hui, en fait. Le fait de voir les petits, moi j'aime bien pendant la grossesse les voir à 4 mois, les femmes enceintes, à 6 mois et à 8 mois. Ouais. D'accord. Et juste le mois, le 9e mois, on va dire que je leur laisse un peu libre cours. C'est-à-dire que comme je les vois avec le champ prénatal, enfin en ce moment pas trop avec le confinement, mais des fois s'il y a besoin sur les starting blocks de faire une séance, c'est toujours intéressant aussi si la maman elle dit là j'ai une douleur ou quoi, de pas aller à l'accouchement avec des douleurs dans le dos, des douleurs au périnée. Donc ça, vraiment, c'est capital de pouvoir les soulager. Et puis, en pédiatrie, j'aime bien dire
à tous les étapes de développement, c'est bien de faire un petit check pour le bébé. Hein. C'est-à-dire que dans la première année, on va dire, c'est tous les 3-4 mois, quoi. Hein, à 3 mois, il se met à plat ventre, à 6 mois, il se met assis. Donc, en fait, tous les étapes de développement, de motricité. Et si c'est pas acquis, ben, à ce moment-là, il faut faire une séance pour qu'on puisse. Il y en a par exemple qui marchent pas. Oui. Alors des fois, c'est parce qu'ils développent les dents avant la motricité, mais et il n'y a pas d'urgence à ce qu'ils marchent le plus tôt possible. Mais c'est vrai que des fois, on se rend compte qu'on fait une séance d'ostéopathie, puis hop. 3 jours après la séance, il se lâche et au niveau de l'équilibre, il est bien. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que bah, finalement, il lui manquait presque rien pour pouvoir s'exprimer dans son corps, dans ses émotions. C'est vrai que l'avantage de la séance d'ostéo, on va dire que c'est aussi de décrypter les émotions du bébé. Parce que en fait, le bébé, moi j'ai un petit frère qui fait de l'ostéopathie vétérinaire, que j'adore, qui est formidable. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Comme métier, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel comme métier. Bah ouais, c'est ça, ouais, vraiment. Mais je me retrouve beaucoup dans sa pratique parce que les chevaux, quand il va les traiter, ne lui disent rien sur leurs symptômes. Alors un peu dans leur attitude, mais comme les bébés finalement. Et donc l'ostéopathe va faire le relais entre le praticien et enfin les mains du praticien et les parents pour pouvoir arriver à traduire le comportement du bébé, les émotions et vraiment d'arriver à simplifier la communication en fait, parce que finalement c'est très très joyeux quand on arrive à décrypter. Des fois les bébés ils râlent en consultation en disant je lui dis bah là en fait il est juste en train d'expliquer qu'il serait bien resté encore un petit peu plus chez maman dans l'utérus. Et en fait les bébés souvent c'est assez net quoi, même quand ils parlent pas. On arrive quand même à comprendre en aiguisant un peu son écoute. On arrive vraiment à aider les parents à capter mieux les signaux du bébé. Parce que je dirais même les personnalités des bah oui. Toi qui connais les accouchements justement sur une fratrie de 4 ou 5 enfants, on voit bien, enfin l'ostéopathe, en tout cas moi c'est l'expérience que j'en ai de femme enceinte. Elle me parlait de ma fille qui est ma deuxième grossesse et elle me disait mais elle est hyper ossifiée. Alors évidemment, mes 2 autres enfants, ils avaient aussi des os, hein, mais c'était plus dense. Et elle me dit, elle est hyper déterminée. Elle avait un caractère, enfin, comme on dit, un caractère trempé, ça veut rien dire, mais extrêmement affirmé et déterminé. Elle était très décidée déjà. Exactement. Ouais. Et c'est vraiment le tempérament de ma fille. C'est exceptionnel parce que je pouvais le sentir, mais tu sais, des fois, quand tu es dans cet état de bulle de maternité, tu as ton émotionnel perso, et des fois, tu sais pas si c'est ta projection, si c'est tes craintes, si c'est tes désirs qui fait que tu projettes ou non des choses sur le bébé que tu portes. Mais en fait, le bébé, il te donne des infos en permanence. Et l'ostéopathe, quand il décode ces trucs-là, ces petits signaux, enfin, qui sont des énormes signaux, alors que ça peut être à travers les animaux pour ton frère ou toi, pour les bébés, c'est fantastique d'avoir la validation de cette connaissance déjà de gestation en fait. Ah bah oui, on a une place vraiment privilégiée. Alors moi, encore plus en tant que sage-femme et ostéo, parce que du coup, j'ai vraiment la double facette et la continuité du travail pour certains bébés. Mais même quand il n'y a pas la place de l'accouchement, je veux dire pour mes collègues ostéopathes, c'est clair que on a vraiment dans la croissance et la structuration de l'enfant, une pièce finalement qui va être comme une interface. Et j'aime bien, nous en ostéopathie, on parle de fulcrum, c'est un point d'appui. Ouais. C'est joli parce qu'en fait, c'est le corps qui va se rééquilibrer autour de notre point d'appui. Donc c'est comme si nous, on était chargé d'être le plus à l'écoute du corps pour pouvoir donner le meilleur point d'appui, pour pas forcer, parce que avec les bébés, on ne fait pas de techniques qui sont des techniques violentes ou douloureuses, donc sinon ils veulent plus revenir. Alors des fois c'est pas très confortable parce que ils sont un peu contenus, mais généralement c'est vraiment quelque chose qu'ils arrivent à intégrer. Et clairement le fait de pouvoir les aider à vraiment arriver à
à sentir que c'est eux qui vont se dérouler autour de ce point d'appui qu'on va leur donner. C'est d'une liberté et enfin, ça leur donne les clés de l'autonomie. Pour moi, c'est vraiment capital parce que le fait de pouvoir pas faire à leur place, mais aider le corps à trouver le chemin vers l'homéostasie, vers l'auto-guérison presque. Hein. Ouais. Bah, en fait, c'est vraiment pas prendre le pouvoir sur le corps, c'est vraiment pas de travail en force, c'est une vraie collaboration en fait. Où vraiment le travail va être potentialisé par cette relation-là de confiance. Et clairement, moi aujourd'hui, j'ai des retours, merci d'ailleurs, hein, s'il y en a qui regardent ce live ou qui le regardent plus tard, j'ai des jeunes qui me retrouvent sur les réseaux et que j'ai suivis quand ils étaient petits, parce qu'aujourd'hui j'ai une pratique qui est quand même un peu ancienne. Ouais. Et c'est vrai que j'ai eu des très beaux témoignages cette année d'ados que j'avais pu accompagner et qui sont aujourd'hui jeunes adultes et qui me disent mais c'était un bonheur de pouvoir avoir un éclairage différent, une ouverture, un point d'appui justement, de pouvoir vraiment se sentir en sécurité quelque part, de pouvoir s'exprimer, dire tout ce qu'ils voulaient. Enfin, genre, moi j'ai suivi des ados qui étaient en grande difficulté, qui étaient en tentative de suicide ou vraiment dans une dépression forte. Et finalement, juste le fait d'être là, de les écouter et de leur dire c'est ok, pour l'instant c'est dur et on va y aller, on va traverser. En fait, ils ont trouvé leur solution d'eux-mêmes. En fait, c'est vraiment l'important, c'est d'arriver à être dans cette confiance-là en la vie. C'est important, oui. Comme à l'accouchement finalement, parce qu'à 8 cm ou à 9 cm, tu as toujours un moment où tu as envie que ça s'arrête. Et souvent, les mamans elles disent non mais je repars, laissez-moi repartir un petit peu à la maison et je reviens après. Écoute, tu sais, ça me rappelle Paloma justement parce que pour raconter un peu le contexte de ce que j'ai raconté tout à l'heure, j'ai pas fait mon préparation à l'accouchement parce que j'ai accouché la veille tout simplement. Je devais faire mon premier journée de préparation à l'accouchement un lundi et pendant la nuit de samedi à dimanche, j'ai ressenti des contractions. Et comme je n'avais aucune maîtrise de rien, aucune connaissance de rien, et que je laissais vraiment, moi j'ai toujours dit, je suis comme un chat en fait. Bon, je veux dire, les chats, ils accouchent depuis la nuit des temps. Je vois pas pourquoi je saurais pas le faire, voilà. Et donc, j'avais rien comme indicateur à part mon intuition et mon instinct. Et donc, le travail a commencé, mais je me suis dit, bon, et puis je vais pas embêter Paloma, et il est 5 heures du matin. Enfin, on n'appelle pas les gens à 5 heures du matin, c'est dimanche matin, quoi. Elle est avec ses enfants, avec son mari. Et puis, à 7 heures, je me tournais bien dans le lit et elle m'a dit, mais arrive tout de suite. Donc, je prends un taxi, j'habite dans le 5e, elle habite dans le 18e, rue Trétaine. J'arrive chez elle, donc elle m'ausculte, elle me dit, ah, le col est quand même bien ouvert. Donc, elle me met des petites aiguilles d'acupuncture dans le dos, elle me fait couler un bain avec les huiles essentielles et je me mets dans ce bain. Et elle me ramène sur son lit, elle me réausculte et elle me dit, tu mets tes baskets, je vais chercher la voiture. François t'amène à l'ascenseur, à tout de suite. Ok, moi je fais confiance, je mets mon truc, mes chaussures, je vais à l'ascenseur, je perds les os dans la voiture et j'arrive à Bichat. Et à un moment donné, comme tu dis, à un moment donné, je ne sais pas si c'est à 8 ou à 10, mon cerveau vrille. Et là, c'est pas je vais rentrer à la maison, c'est que je commence à partir dans tous les sens, tu vas me mettre à hurler et tout. Et avec son tempérament de feu, elle m'a dit, maintenant ça suffit, tu le laisses sortir. Ouais. Et là, ça m'a calmé direct. Ah bon? Et tu vois, c'était plus moi dont il s'agissait, c'était vraiment le bébé. Ouais. Et c'est passé tout de suite et ça s'est passé en quelques secondes, quoi, on va dire. Mais il y a ce moment, alors c'est pour ça qu'on parle d'émotion aussi sur cet Insta, parce que j'aime bien parler de ce que je fais par rapport à l'émotionnel avec les fleurs de bac. Et là, dans l'occurrence, il y a tellement d'empreintes, de craintes qui sont perpétuées depuis la nuit des temps et dans certains bouquins. C'est compliqué aussi dans son cerveau d'être totalement dans cette liberté. Voilà. Et donc, du coup, j'ai jamais suivi de préparation à l'accouchement. J'ai accouché la seconde comme ça et le troisième pareil parce que je me dis que ça sert à rien. Finalement, j'avais pas besoin et j'ai pas appris à respirer non plus et je l'ai fait comme un chat et voilà. Et l'instinct, c'est très structurant en fait, cette période-là, ce petit passage un peu de folie, j'allais dire, tu vois. Les chamans, ils disent passer par le chat de l'aiguille. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est arriver à lâcher tout et à être dans l'ouverture totale. Tu m'entends?
Tu m'entends? Non, je t'entends plus. C'est C'est OK figé, ou je ne pas? t'entends plus. Ah ouais, Là, ça ça y est. recommence, je pense. Tu avais le Ça sentiment d'être cherche. déconnecté, c'est ça? En fait, Ouais. non. Là, tout de Donc, suite, non, pas par rapport au live ou par rapport à l'accouchement? ça Par coupe, hein? rapport à quoi? Non, Oui, par ça coupe rapport au un peu, live. ouais. Je Je sais voulais pas ce qui savoir se si toi, tu passe. avais le sentiment d'avoir été coupé, mais je pense pas. Je pense qu'on est toujours en direct là. Ouais, bah Je n'ai pas t'étais un l'impression peu de figé connecter le et moi, casque. j'avais pas le. Ouais. Bon, on continue? On verra. Bon, tu m'entends? Tu me vois? Est-ce Moi, qu'il y je en a te qui vois. peuvent C'est dire un tout s'ils petit peu reçoivent, figé, mais vas-y, reprends. ouais. Est-ce qu'il y en a qui peuvent Normalement, nous oui, dire c'est peut-être bon. des petits messages? S'il y en a qui peuvent dire si ça fonctionne ou pas? Qu'on puisse savoir Moi, je si ça pense continue? qu'on est encore en direct parce que moi, c'est Ouais, encore indiqué. Donc, d'accord. c'est OK. Ok, c'est bon. Donc, ce que je disais, c'était très structurant pour les femmes, souvent, de pouvoir passer par cette phase. Merci, Emeline. Euh, Merci. de justement lâcher prise totale, on va dire, d'abandon presque, pour pouvoir à nouveau, à ce moment-là, être guidée pour retrouver le chemin de OK, là, je le laisse sortir. Tu vois, moi, je sais que il y a toute une phase de cette dernière partie où mon cerveau n'est plus mon cerveau cortical. Mon C'est ça. cerveau devient On en est mode d'accord. automatique limbique. Et ça m'étonne pas ce que tu racontes sur Paloma, c'est beau parce que en fait, je pense que automatiquement en tant que sage-femme, on se connecte au cerveau de la femme et on va la chercher là Tu où te elle est. synchronises? Ben oui, Ouais, c'est ça. On se syntonise exactement de cerveau à cerveau pour arriver à vraiment la ramener. Et c'est vrai que cette période-là, en tant que sage-femme, elle est assez étonnante parce qu'en fait, on en parle très peu. Et en même temps, à un moment donné, il faut prendre faut les prendre les. rênes. Tu vois, il faut prendre les rênes. C'est ça. C'est Et un moi, peu j'ai comme un putsch. Tu vois, il faut exactement arriver à être vraiment guideline total. Et, ça. et souvent, ce qui est un peu délicat dans le métier de sage-femme, c'est que quand tu as atteint ce moment-là où c'est toi qui as les rênes, des fois, tu oublies de les relâcher après. Et il y a certaines sages-femmes qui vont, eh ben, qui, si elles travaillent pas sur le plan égo, c'est des fois un peu compliqué. Donc, fort heureusement, il y en a plein qui sont dans l'ouverture et la conscience humaine et l'accompagnement. Mais dans tout ce qu'on peut lire sur les violences obstétricales et l'abus de pouvoir, ben, c'est justement à ce moment-là du cerveau que ça se calque. Et je pense que c'est vraiment important de pouvoir en prendre conscience. Moi, c'est vraiment, tu vois, pour revenir à ce que tu disais au début, c'est vraiment le travail avec les dauphins qui C'est m'a ça. permis de comprendre le processus cortical qui se passait au moment des accouchements. C'est un peu fou de se dire que les dauphins m'ont fait prendre conscience de ça. Mais finalement, je me retrouvais dans le même état au moment des accouchements et au moment des premières sorties avec les dauphins, puisqu'en fait, j'avais véritablement l'impression que mon cerveau frontal se déconnectait et que je passais en mode presque animal. Tu vois, quand tu dis j'accouche comme un chat, bah, pour moi, ça me parle beaucoup. Et c'est quelque chose qui est inscrit dans notre, même dans notre génome, Bah, puisque bien la sûr, spirale de naissance, elle est dans notre évidemment. spirale d'ADN, tu vois. Donc, en fait, tout est vraiment très, très cohérent dans ce monde humain. Et oui, alors pour rappeler ceux qui ne sont pas forcément au courant du cerveau frontal, bah, ça va être tout ce qui est de l'analyse, de la réflexion et de la maîtrise du contrôle. Et quand on parle de ce cerveau, moi que j'appelle reptilien, hein, c'est vraiment tout ce côté aussi complètement archaïque, hein, comme tu dis. Bah, Voilà, le c'est reptilien, c'est vraiment ce qui va gérer les fonctions de base, on va dire. Et le ça. cerveau limbique, c'est l'émotionnel. Donc, c'est tout ce que toi, tu travailles avec les fleurs de bac. Hein, c'est clair Fleur de bac. que. Ouais, tout à fait. Donc, raconte-nous ton travail donc d'ostéopathie aquatique, évidemment avec le travail de la sage-femme, parce que tu m'as raconté aussi l'histoire en Corse qui me touche beaucoup. Donc, voilà. Ouais.
Je te Alors en laisse. fait, moi, déjà à la base, le travail, l'eau, c'est mon élément. En fait, je suis bien dans l'eau depuis toute petite. C'est quelque chose qui me ressource, qui me parle, qui est nécessaire à ma vie. En fait, je suis obligée d'aller voir l'océan régulièrement. Alors j'habite un peu loin, hein, parce qu'à Lyon, il n'y a pas beaucoup la mer ni l'océan. Mais c'est vrai que depuis toute petite, si j'avais pas ma dose d'océan dans la journée, dans l'année plutôt, j'étais pas tranquille quoi. Donc j'ai vraiment d'abord apprécié le travail dans l'eau avec les accouchements dans l'eau. Puisque j'ai eu la chance de travailler aux Minguettes, à la clinique des Minguettes à Lyon. Il faut savoir que les Ok. Minguettes, c'est un quartier un petit peu défavorisé et où on avait la chance d'avoir une maternité incroyable où on faisait des accouchements complètement uniques, j'ai envie de dire. Alors tous les accouchements sont uniques, mais encore plus, c'est-à-dire qu'on avait ce luxe de proposer aux parents que Ouais. quand tout allait bien, ils avaient freestyle. Donc en fait, c'était vraiment génial parce qu'ils amenaient la guitare en salle d'accouchement. Les femmes, elles faisaient des exercices, elles se mettaient debout, elles se balançaient, elles allaient se promener dans le jardin, elles allaient repartir quand c'était un deuxième ou un troisième, elles repartaient de la maternité quand elles habitaient pas trop loin, faire un Normal. bisou pour la nuit, pour l'aîné. Et en fait, c'était génial parce que on était dans un fonctionnement de respect du rythme et complètement différemment aussi de pouvoir accueillir le désir spécifique de chaque parent, quoi. Il y en avait qui voulaient un peu plus classique, d'autres qui voulaient absolument dans l'eau, et puis de leur dire que c'est pas parce qu'ils avaient décidé que l'accouchement serait dans l'eau que finalement ça allait se passer comme ça. Et puis d'autres qui avaient prévu classique, la péri, une prise en charge normale, qui finalement finissaient dans l'eau avec les sons complètement en accouchement naturel et qui finalement se disaient mais en fait c'est super, c'est exactement ce que je voulais, mais je le savais pas. Donc en fait c'est vraiment quelque chose qui on va dire m'a permis déjà de comprendre que l'eau ça venait permettre d'ouvrir le périnée par exemple en douceur parce que la chaleur de l'eau va Ah, ça imprégner le va. muscle. Ah mince, tu m'entends pas? Est-ce que vous m'entendez? Je crois que tout à Si, l'heure, il si, y en a ça qui y est, ont c'est dit qu'on revenu. m'entendait, mais que. Si, Ouais. si, c'est bon. Et donc, la chaleur de Ouais, l'eau ouais, dans ça le y est, c'est bain, reparti. Il doit y ça. avoir des petits micros. Ouais. Ouais. Si vous n'avez pas compris ou si vous n'avez pas entendu, si vous voulez que je répète, n'hésitez pas à me le mettre sur le chat et Oui. je vous redéroule l'info. Répète, Et répète. Ouais, répète juste la dernière phrase peut-être sur le ouais. bain en fait. Donc l'eau, la chaleur de l'eau. Hein, on va Ouais. dire qu'on a deux phases où on peut vraiment proposer l'eau chaude pendant l'accouchement. C'est vraiment vers 4 centimètres, 4-5 centimètres, où vraiment ça permet on va dire, de justement lâcher le contrôle et passer dans un mode plus tranquille. Et merci Olivia. Et donc, et après, vers 7-8 centimètres, voire jusqu'à l'accouchement, pour pouvoir à nouveau, donc moi souvent je propose aux femmes de sortir vers 6-7 si c'est possible, qu'elles se remobilisent encore un peu. Donc sur plan hémodynamique, c'est très intéressant parce que ça leur redonne encore une possibilité différente de se recalibrer, on va dire. Je vais dire ça comme ça parce que c'est et après on se remet une dernière phase dans l'eau où en fait là eh ben, elles vont pouvoir se mettre dans une posture qui sera beaucoup plus physiologique pour la descente du bébé, changer de position facilement. Je me souviens d'une maman, par exemple, qui avait accouché à la maison dans l'eau, qui se reconnaîtra peut-être. Et en fait, pardon. Et en fait, le simple fait, elle était un peu penchée en arrière dans sa baignoire qu'elle avait gonflée au milieu du salon. Et en fait, à un moment donné, elle m'a dit ah je suis pas trop bien, j'aimerais bien changer. Elle s'est mise à quatre pattes et juste le fait de se mettre à quatre pattes, ça a permis au bébé de sortir la tête. Donc en fait, c'était vraiment mécaniquement la meilleure chose à faire parce que clairement le passage de la tête a été super en douceur puisque en fait elle était dans la baignoire, elle faisait des sons
Et finalement, ça l'a beaucoup aidée. Au départ, elle paniquait un peu, puis finalement, le son lui a permis de focaliser sur son énergie, sur l'endroit où c'était un peu douloureux, et ça a tout changé, quoi, en termes de vécu. En plus, ce qui est beau, c'est que les mamans, elles disent au bébé, ah, c'est trop. Quand t'es né, j'ai chanté. Plutôt que des fois, elles disent j'ai crié, c'était terrible. En fait, de dire j'ai trop bien chanté quand t'es né, je trouve que c'est magique parce que le bébé, il a les yeux qui brillent, il fait ah génial. Et la transmission à l'enfant n'est pas du tout la même C'est ce en que j'allais termes dire. N'a rien à d'émotionnel. voir. Mm. Exactement. C'est vraiment important, la vibration aussi qu'on va donner dans ces moments-là. C'est ça. Et moi, Ouais. mes bébés, tu sais, dans les images d'Épinal, dans les films, on entend les enfants hurler à la naissance. Je les ai jamais entendus hurler, en fait. Donc, je ne sais pas. Il y a des films aussi, on les tape, hein, les enfants, pour qu'ils Ouais, c'est hurlent. ça. Là, moi, j'ai jamais entendu ça. Donc, je pense que ça devait être vraiment harmonieux pour eux aussi. C'était pas un traumatisme, tu vois, comme certaines personnes peuvent vivre, malheureusement, et ça arrivera encore. Hein, mais Ouais. Non, mais c'est vrai avant le cri, c'était la vie. Donc, on les mettait la tête en bas et on leur tapait les fesses pour assurer tout le monde, en fait. Mais aujourd'hui, on fait plus ça. Il faut savoir que plus ils sont stimulés, plus ils vont respirer. Donc, sans dire de leur mettre une grosse fessée, un petit massage, les papouiller un peu. Moi, je dis beaucoup au papa, passez la main sous la couverture et venez lui masser les pieds, le dos et tout. Ça va l'aider à respirer, ça les réveille. Et souvent, effectivement, aujourd'hui, les bébés, quand ils sont nés dans l'eau ou même à l'air, hein, ils regardent, ils moinent un petit peu, un petit feulement de chat, et c'est tout. Hein. Enfin, vraiment, voilà. Et c'est vrai que petit à petit, dans ma pratique d'ostéopathe, j'ai beaucoup été amenée à voir les mamans et les bébés. Et en fait, la pratique aquatique, elle est venue vraiment dans l'idée de pouvoir transmettre la pratique pédiatrique en ostéopathie. Hein, c'est-à-dire que fondamentalement, le bébé, il faut le traiter en 3D. Et c'est pas possible de traiter un bébé en 2D sur table de façon, on va dire, académique. Hein, genre, en fait, l'ostéopathie, c'est un art. Il faut créer tout le temps. Donc, en fait, les techniques, on va les décliner, on va les adapter, on va les transformer. Moi, par exemple, en cuisine, je suis incapable de suivre une recette. Ben, en ostéo, c'est pareil. Hein, je veux dire, j'ai jamais réussi on n'a pas de protocole normalement en ostéopathie. On a vraiment quelque chose qui va se créer en même temps que la séance. Et par rapport à cette idée-là de pouvoir transmettre le travail en 3D, moi, j'avais vraiment envie de pouvoir donner la compréhension de la naissance, du travail en 3D dans les mains, et de pas faire ça sur un bébé au départ, parce qu'en fait, on peut pas s'entraîner sur les enfants. Le travail pédiatrique, c'est le plus dur. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a certains ostéos où la séance pédiatrique elle dure moins longtemps, c'est moins cher, mais en fait moi je trouve que c'est beaucoup plus. Enfin après, moi je vous donne mon avis. Hein, c'est vrai que je ne parle pas pour l'ensemble de la profession, mais en tout cas moi je trouve que la séance elle peut aller plus vite, mais c'est beaucoup plus compliqué et c'est beaucoup plus. Ça demande beaucoup plus d'installation, de temps, de relationnel. Et si on veut vraiment pouvoir on a 3 principes de base en ostéopathie, c'est matière, mouvement, esprit. Et en fait, c'est bien le côté holistique de l'ostéopathie. C'est bien ça qui me porte dans ma pratique jour après jour, c'est que vraiment ce côté émotionnel, il est déjà à la base de l'ostéo dans les grands principes, quoi. C'est vraiment un fondamental. Donc, souvent, on se dit, est-ce qu'on fait plus de mécanique ou plus de... En fait, on n'a pas à choisir en vrai. C'est le corps qui va nous dire de quel outil il a besoin le plus et le fait de pouvoir vraiment s'adapter au plus juste. Travailler sur des adultes en 3D, sur table, c'est compliqué parce que c'est lourd, c'est plus compliqué. Donc, en fait, l'idée de commencer à travailler dans l'eau, elle est vraiment venue justement pour adapter les pratiques et pour pouvoir s'entraider dans la pédiatrie par rapport
aux adultes. Et effectivement, moi, en tant que sage-femme, j'ai pu rajouter assez rapidement le processus d'accouchement. Donc, en fait, je propose aux ostéopathes pendant les stages de revivre des fois leur naissance en fonction de ce qu'ils ont besoin, hein, parce qu'en fait, on programme jamais un rebirth. Hein, ça se décide pas. Hein, mais c'est vrai que des fois, il y a des déclenchements. C'est-à-dire que je me souviens d'une maman qui, quand le bébé a commencé à se mettre en boule et a montré qu'il avait besoin d'être dans la compression, merci pour les commentaires. Quand le bébé a décidé de se mettre en compression, la maman s'est écartée de la table, comme pour laisser l'espace. Elle était vraiment super connectée avec nous et tout. Et elle était hyper émue. Et vraiment, vraiment je laisse cet espace-là pour mon bébé parce qu'il a besoin. Et puis à la fin, je l'ai fait venir, le bébé. Souvent, j'allonge les mamans sur la table à la fin de la séance pour soit faire du pot à pot, soit faire une petite tétée si le bébé est encore allaité. Mais vraiment qu'il y ait ce contact-là de câlin. Et je chante pour l'accueil du bébé, le nouvel accueil, on va dire. Et en fait, c'est vraiment une salle d'ostéopathie spectacle. Hein, et clairement, c'est autant pour le bébé que pour la maman, c'est très réparateur en fait. Et le lien qui a des fois pas pu s'enclencher vraiment fort au moment de l'accouchement, à ce moment-là, il peut se rétablir, se réparer en fait. Vraiment, c'est se reconnecter, se renforcer. Vraiment, c'est beau en fait. Voilà. Et donc cette maman-là qui s'était écartée pour laisser son bébé faire son déroulé de naissance, à la fin de la séance, elle m'a dit c'est super pour mon bébé, hein, mais il va me falloir me le faire pour moi, hein, parce que donc effectivement, après, je le propose aussi ce travail-là aux non-ostéos. Hein, donc, bien évidemment que c'est des pratiques qui vont être assez intenses pour les gens qui n'ont pas déjà travaillé sur eux, mais sur les gens qui ont déjà travaillé sur eux, notamment les stages souvent, alors à l'étranger ou en milieu naturel, ils sont assez, on va dire, c'est ostéo-friendly. Hein, c'est-à-dire que la base du stage, souvent, c'est des ostéos, mais qui peuvent venir soit en couple pour aussi travailler de concert avec leur conjoint ou leur conjointe, ce qui vraiment permet d'aller accepter ses failles, travailler dessus, se rencontrer dans des espaces qu'on n'a pas l'habitude de se rencontrer. Et pour les personnes qui sont très curieux et désireux de vraiment ouvrir, enlever les carapaces, retravailler sur l'accueil de soi-même et l'amour inconditionnel, en fait, c'est vraiment des endroits d'expression et de résilience voilà, qui me tiennent à cœur. Donc, par exemple, les stages que je propose à l'île d'Oléron cette année, il va y avoir une croisière en Corse aussi. J'espère qu'on va pouvoir la faire parce que là, c'est vrai que en fonction des aléas du gouvernement et des mesures sanitaires, c'est compliqué d'organiser les stages aujourd'hui. L'année dernière, j'ai été obligée d'annuler beaucoup de stages, notamment un stage au lac Baïkal que je vais proposer probablement en été 2022. Et voilà, avec une équipe de Russes, donc il y aura des ostéopathes russes et une traductrice et des ostéopathes français mais ce sera ouvert à tout le monde. Donc en fait, c'est vraiment c'est dans un endroit sacré qui est l'île d'Olkhon, où c'est au milieu du lac Baïkal et c'est l'endroit de pèlerinage des chamans de Mongolie. Voilà, donc c'est vraiment ça va être quelque chose d'assez exceptionnel. Et voilà, donc vraiment n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me demander si généralement c'est marqué sur le site internet dans l'agenda si c'est ouvert aux ostéos ou pas. Mais s'il y a quelque chose qui vous fait envie et vous savez pas trop, on peut toujours avoir des guest stars dans mes stages. Et j'aime bien mixer les publics parce que ça permet aussi de réaliser que finalement l'ostéopathe, il va éduquer sa main, il va apprendre à vraiment avoir un toucher particulier,
Mais Oui, mais finalement, l'esprit, comment? mais il y a l'esprit aussi, hein. Il y a la Oui. matière, le corps, et Et, il y a l'esprit. et puis, par exemple, j'avais intégré une comédienne qui était venue en stage et qui avait des ressentis au niveau de ses mains qui étaient fulgurants, quoi, en fait. Et donc, ça nous remet aussi à notre place au niveau égo, parce que quand tu vois que ben, quelqu'un qui a jamais posé les mains, elle pose les mains, elle sent tout super bien. Tu fais ah ouais d'accord en fait bon bah en fait on est juste tous pareils quoi Ah, et c'est c'est vrai chouette. c'est aussi C'est bien pour nous complémentaire. que pour les autres Mais oui. publics parce que sentir un bébé qui te passe dans les mains faire la vulve tu vois quand tu fais un déroulé de naissance c'est quelque chose d'exceptionnel parce que ça te redonne la vie le potentiel de vie de l'humain dans tes mains donc même si pour toi des fois t'y crois pas ou c'est perdu un peu le Oui. fait de le voir sur les autres et de participer à ça, bah en C'est fait tu peux que t'incliner devant la beauté de la vie quoi, en mouvement, tu vois. Et, euh, et donc oui l'avantage aussi de le faire dans l'eau, c'est que sur l'air tu peux faire des déroulés. Si on se met 8 ou bah en fait à 8 thérapeutes tu peux facilement faire l'utérus ostéopathique autour de la personne. Mais par exemple, euh, le rapport entre la vie et la mort, choisir la vie, hein, qu'on doit avoir au niveau de l'incarnation, mais qui des fois est un petit peu délicat, on va dire, ben, ce choix-là, il se refait en sécurité, avec des bons points d'appui et là aussi c'est magique quoi quand on voit quand on peut aller jusqu'au bout et que la personne elle se libère et que il reste que la lumière et l'ouverture bah ça change la vie quoi en fait. Donc, du coup, c'est pareil pour des forceps. On peut refaire une naissance, on peut Ouais, refaire sa propre naissance, mais sans forceps. Et on décide de venir sans que c'est quelqu'un nous ça. force à venir. C'est ça, Hein? c'est ça. Ouais, ouais, vraiment. Bah, en fait, tout est possible. Si tu veux, tu vois, j'ai fait une séance il y a pas longtemps à mon petit neveu qui est né par le Oui. siège, qui a eu la chance de naître par le siège à la maternité de Lons-le-Saunier. Et en fait, euh, je commençais à le mettre en compression. Et en fait, je m'attendais à ce qu'il naisse par le siège. Si tu veux, je me disais, bah tiens, c'était un petit cinquième, donc bon, voilà, je me disais, il va choisir par. Et en fait, il a commencé à vouloir sortir par les fesses. Et au dernier moment, il a fait, ah non, finalement, je veux la tête. Et donc, il a changé d'avis au dernier moment parce que finalement, il avait plus de place et que, bah, en fait, cette fois-ci, il était prêt pour mettre la tête en premier. Mais autant sur certains autres enfants, ils vont rester sur leurs idées de je veux naître par les fesses. Donc, c'est vraiment, on va dire, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire respecter déjà l'intégrité de l'enfant et son identité et ses désirs profonds quoi en fait donc c'est beau quoi parce que vraiment les petits ils ont cette sagesse là de savoir ce qui est bon pour eux donc C'est ça. voilà c'est même si des fois ça bataille un peu hein, parce que les tout petits nourrissons ça va mais quand ils ont 2 3 ans quand ils refont leur déroulé de naissance, ça envoie du steak. Hein. Donc, vraiment. C'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, quand je t'entends parler comme ça veut dire qu'aussi, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Ça veut dire que, encore une fois, c'est ce que j'ai appris aussi, moi, à travers le travail de sophroanalyse avec cet accompagnement-là. C'est-à-dire que nous, on pense en tant que parents, en tout cas en tant que maman qui portons l'enfant, qu'on est responsable de la naissance de l'enfant. Alors qu'ils ont aussi leur mission de vie propre, avec leur empreinte propre, malgré le fait que nous, on puisse projeter que ça n'est pas une bonne naissance ou que ce n'est pas le bon moyen de naître, mais que eux décident aussi et que c'est aussi leur initiation à la vie et qu'elle passe par ce chemin-là. Ouais. Et qu'en fait, il n'y a pas alors oui, voix basse, ok, mais il y a des enfants aussi qui naissent par césarienne et c'est ok. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est-à-dire que souvent, ce que j'explique aux mamans, c'est que il y a 2 boucles. Il y a la boucle de la maman et la boucle du bébé. Et qu'il y a des mamans, des fois, qui ont un super vécu d'accouchement et le bébé, pas du tout. C'est ça. Et à l'inverse, des mamans qui se disent ouais, c'était horrible et tout. Et le bébé, il est tranquille parce qu'en fait, il a fait son petit chemin, tranquille. Il a senti un peu le stress, mais ça va,
il est passé à travers. Et c'est vrai que pour une maman qui a un vécu d'accouchement difficile, qu'on puisse lui dire, nous, bah, dans mes mains, je sens que ton bébé, il a pas Il si, est OK. pour lui, c'était super que même s'il t'a senti flotter, même si toi, t'as perdu les pédales et que t'as l'impression que t'as pas rassuré, pour lui, ça lui a quand même donné la sécurité. Bah, en fait, elle va être beaucoup plus bienveillante avec elle-même quand on va pouvoir bah, reverbaliser des choses de cet ordre-là pour pouvoir l'aider vraiment à, à, à accepter d'avoir une autre version que ce qu'elle s'est construit dans sa tête des fois, Exactement. qui est des fois pas la réalité. Non, et c'est justement là où c'est important aussi d'apprendre à décoder aussi tout ça pour être complètement libre à l'accueil de cet enfant, parce que si on est encore dans cette souffrance-là, de cette empreinte-là, eh ben, on n'est pas disponible pour notre enfant qui est au monde et qui est peut-être, il y a peut-être aussi des frères et des sœurs qui sont déjà là, hein, parce que c'est pas que des premières grossesses, donc c'est tout un contexte aussi qui est à reprendre et à reconsidérer, donc c'est une réconciliation aussi à soi-même et une libération qui permet aussi de libérer les futures générations, parce que ces empreintes-là, elles se perpétuent quand même, mine de rien, dans les croyances et dans les oh bah toi, pour toi ça a été l'enfer, ah bah dis donc j'ai mis 35 heures. Bah, et c'est des choses qu'on entend dans les familles qui sont terribles, hein, et que forcément les femmes ont besoin de le verbaliser, c'est ok, mais mine de rien ça participe aussi à cet univers aussi qui est extrêmement anxiogène et qui Ça n'appartient impacte l'enfant, hein. La légende familiale, elle va impacter l'enfant. Et donc, si on exactement. ne travaille pas dessus, Tout à fait. l'enfant va avoir du mal à trouver du sens à ce qui lui a donné vie. Donc, c'est un peu, c'est quand même assez important, hein. C'est capital. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas, parce que du coup, on a papoté, il y a plein de gens. Ouais. Mais On a un peu abordé tous les thèmes. Mais c'est vrai que l'ostéopathie aquatique, elle a l'extrême avantage de pouvoir être tout contenante. C'est-à-dire que souvent, c'est dans de l'eau à 35 degrés. Il y a plusieurs thérapeutes et c'est vraiment très contenant. Et moi, je rajoute le son, la vibration dans l'eau. Donc, il faut imaginer que les oreilles sont dans l'eau et que, en plus, tu entends un peu comme dans l'utérus, finalement, avec les sons modifiés. Et quand il y a des résistances et quand il y a des gens qui ont du mal à lâcher, ben cette enveloppe-là de l'eau plus des mains et des corps des thérapeutes, et bien finalement, c'est vraiment ça se fait en douceur en fait. C'est comme si l'eau faisait fondre la carapace, quoi. Hein, et elle nous permet d'accéder à plus profond et à faire vraiment souvent il y a un avant-après. Alors le rebirth déjà à la base, mais le rebirth dans l'eau, ça vient chercher encore d'autres aspects, quoi, en profondeur. Bientôt en stage, ouais. C'est bien, il y en a qui ont de la chance. Et ben, tant mieux, c'est une chance aussi qu'ils se sont donnés, parce que c'est un cadeau, tu vois, qu'ils se font aussi. Et je veux dire, ça leur est pas tombé sur le coin du museau, ils sont allés chercher et ils savent aussi ce qu'ils vont trouver. Donc c'est super. C'est pas de tout repos les stages. Hein, il faut pas imaginer que souvent les gens me disent ça va les vacances, c'était bien. En fait, c'est tout sauf des vacances, hein, que ce soit clair. Même si c'est dans des endroits paradisiaques et où on a le soleil, l'eau chaude et tout ça, c'est quand même une vraie descente en profondeur de soi. Donc en fait, c'est chouette de pouvoir le faire dans des endroits justement qui sont un peu privilégiés, protégés et qui peuvent amener justement à un ressourcement beaucoup plus brut et dans la nature, parce que vraiment c'est capital, hein. Tu disais l'Indonésie, j'ai fait aussi en Égypte, aux Açores, à Hawaï. Je veux dire, le volcan, quand tu es sur le volcan d'Hawaï et que tu fais du chant, de la méditation, je veux dire, en tant qu'ostéopathe, c'est capital de pouvoir se recharger. Et ça, souvent, on oublie un peu. En tout cas, moi, en sage-femme, on n'avait pas du tout l'info que c'était l'aventure humaine, elle nécessite quand même un travail perso qui va être décisif et vraiment après c'est joyeux, hein, c'est génial, on n'est pas obligé de se faire un harakiri pour travailler sur soi,
Mais Non, mais tu l'as évoqué tout à l'heure quand tu parlais de cette sage-femme qui pourrait basculer dans l'ego ou dans l'excès de pouvoir, tu vois, parce que d'un seul coup, elle lâche pas la bride par rapport à la femme qu'elle accompagne. Les soignants, ce sont pas des personnes qui s'occupent d'elles-mêmes. ouais. Et c'est dommage, hein, et c'est grave aussi, parce que c'est une synergie, c'est quelque chose qui doit être dans la fluidité. Il y a pas de maître et il n'y a pas d'élève. Il y a deux personnes qui se rencontrent. Et quand on met au monde, je veux dire, c'est extraordinaire. Bon, là, on est trois, et puis évidemment, il y a le papa, mais même, il y a quelque chose qui doit circuler au niveau de l'énergie. Donc, il y a pas de jeu de pouvoir normalement. Et Et c'est si on vrai ne que pas, c'est grave, quoi. ouais, et c'est vrai que ce que tu dis, les soignants, ils sont trop habitués à être dans le sacrifice d'eux-mêmes Mm. et à s'oublier. Donc moi, dans les stages, mon objectif, ça va être vraiment de faire de la place pour chacun et que chacun reçoive à la mesure de ce qu'il a besoin, en fait. Mais pas de ce qu'il pense qu'il a besoin, de ce qu'il a vraiment Oui, c'est besoin ça. là, ici. On est d'accord. Donc Parce c'est que ça se passe pas à ce niveau-là. Enfin, c'est en même ça. temps, oui, tu as fait des études et tu es plus que qualifié pour parler voilà, technique et tout ça, c'est OK. Mais c'est pas à ce niveau-là, moi, que je te reconnais. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est une retrouvaille d'âme. Je sais pas. Et moi, ça vibre de dingue. Et je veux dire, c'est un niveau d'âme à âme que ça se passe, ton travail. C'est une rencontre d'âme. C'est pas, on vient pas chercher une technique avec Elisa, j'imagine. Donc, si on le fait, on sait aussi à quoi on s'expose. Donc, Ouais. c'est un tout. Donc voilà, faut être Et prêt, mais c'est du bonheur. Voilà. Pour les ouais, c'est stages, un bonheur, mais en même temps, il faut être prêt effectivement à lâcher voilà, sur son ego, sur ses peurs, et il faut y aller, quoi. faut un Bon, peu se après, remonter les manches, on va c'est dire. Mais comme l'accouchement, tu vois, en fait, finalement, c'est exactement ça. assez parallèle. Pour moi, et le fait en tant que thérapeute de travailler sur ça aussi, par rapport à l'approche justement périnatale, le fait finalement, c'est aussi de la maïeutique, hein, d'aller révéler des parties de soi qui sont cachées et les mettre au grand jour. Bah, c'est comme la maman qui sort d'elle-même de la partie la plus intime d'elle-même, son bébé, en fait, et qu'il partage au monde. Donc pour moi, en fait, finalement, j'ai jamais arrêté d'être sage-femme. Mais non, c'est ta vocation, tu es Ouais, c'est ton ça, âme. c'est un petit appel. Ben oui, c'est comme ça. Alors, attends, je vois qu'il y a une question sur une fleur de bac Alors, qui vient à la notion de séparation maman-bébé naissance. Alors, il va y en avoir plusieurs, mais tout dépend de ce qu'on attend de la séparation. Est-ce que c'est une séparation d'ordre traumatique? Tu vois, c'est voilà, je ne sais pas ce qui veut être dit à travers ces mots-là, parce que c'est pareil avec les fleurs de bac, tu sais, on peut calquer avec un mot une fleur, mais ça va pas être ça. Ça peut être ça peut être ça peut être walnut aussi, qui est la fleur qui va accompagner sur la période de transition. Mais ça peut être aussi d'autres fleurs si la maman a du mal aussi à lâcher son bébé. ça dépend du contexte, en fait. Ça Là peut aussi, il n'y a tellement pas de d'autres protocole. contextes. Mais bon, après, voilà, pour la séparation, il peut y avoir des peurs aussi, hein. Donc, Mimulus. Ouais. Donc là, Oui, j'ai mais pas. Mulus, moi, je l'ai quand même beaucoup utilisé en postpartum. Parce que de toute façon, c'est la thématique. La thématique de l'accouchement, c'est aussi plus la peur qu'il faut gérer au moment de l'accouchement que la douleur. Hein, parce qu'en fait, on parle beaucoup de douleur, 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 douleur. Oui, En mais fait, c'est c'est pas. surtout la peur. Donc, Mimulus, c'est vraiment une fleur qui est capitale par rapport à justement, tu vois, je la propose moi pas mal quand les femmes sont en dépassement de terme. Oui. Parce que en fait, et j'utilise aussi en dépassement de terme de l'huile essentielle de pruche. Oui. Tu sais, l'huile essentielle de pruche, c'est Parler, ouais. la pruche, c'est un conifère qui a l'avantage d'avoir les rameaux très doux Oui. et qui est utilisé beaucoup en médecine palliative. Enfin, les gens qui sont en médecine, comment dire, en médecine, qui sont en train de mourir, quoi. Hein, Oui. et en fait, on les masse, on leur masse les pieds, les mains avec de la pruche. Et en fait, ça permet c'est comme si l'arbre allait te donner la main pour passer la transition. Donc en fait, et là c'est un peu pareil. Les mamans qui ont peur de lâcher leur bébé, ben, un petit peu de mimulus et un petit peu de pruche sur la plante des pieds, ça va les aider à enclencher leur travail.
Et tu en avais parlé dans le live cet été de la cruche. Ah ouais, j'en Quand avais tu faisais parlé. ton live. Ouais. Et là, je Quoi pense d'autre? aussi à Cherry Plum. Tu sais, quand tu as l'impression que tu vas péter les plombs, justement, par rapport au fait de lâcher aussi. Comment tu dis, c'est laquelle? Cherry Plum. Ah ouais, C'est une fleur qui est dans Rescue. d'accord. Et là, le rescue, c'est vraiment un super moyen aussi d'accompagner dans les derniers moments où tu sens que là, t'en peux plus ou qu'il se passe quelque chose de dernière minute. Parce que, voilà, encore une fois, le bébé se retourne pas toujours non plus à la dernière minute. Et il peut y avoir des moments où on a besoin aussi de réconfort super rapidement. Ouais. Et puis, j'avais une autre question par rapport, enfin, j'espère qu'on va pas être coupé, il est 41, c'est OK. Il y a quelqu'un qui disait à l'aquatique pour le bébé dans un bac adapté. Ah, alors, Et l'aquatique pour les... le travail en aquatique pour les bébés, effectivement, il est possible d'avoir carrément un petit bassin spécial ou même on peut faire directement dans une Petite piscine gonflable. dans- comment? Une petite piscine gonflable. Oui, ou une petite bassine là, comme pour les Voilà. petites baignoires de bébé. Ça, c'est possible Oui, de le voilà. faire aussi. Ouais. Mais c'est vrai qu'on peut le faire aussi. Ce qu'il faut absolument pour les petits, c'est qu'il fasse très chaud, quoi. Donc il faut que l'eau soit chaude, sinon ils sont pas confortables et ils sont pas très à l'aise. Et, euh, et, euh, et sinon, il y a des petites, il y a des petites piscines, mais ça peut être aussi dans les piscines qui sont prévues pour les adultes, où où l'ostéopathe, il y a des endroits où on peut être en dehors de l'eau en tant qu'ostéo, mais moi je préfère aussi qu'on ait le contact du corps. Ah Donc oui. c'est mieux d'avoir une piscine, enfin on va dire un bassin, un petit bassin qui soit adapté et qu'on puisse rentrer carrément dans l'eau avec les parents et le bébé, quoi. Donc c'est vrai que voilà, ça c'est quand même l'idéal. Après les bébés, souvent l'aquatique il n'est pas forcément il peut se proposer, mais le travail en 3D il peut être fait très bien hors de l'eau. Donc moi c'est pas chez les bébés que j'utilise le plus l'aquatique. Pour l'instant j'ai pas de bassin, mais le jour où j'aurai un bassin peut-être que je passerai tous les bébés dans l'eau, hein, on sait pas. Mais en tout cas voilà pour l'instant l'aquatique c'est vraiment pour travailler sur l'adulte pour pouvoir justement appréhender cette histoire de travail en volume, en 3 dimensions, et quitter un peu la 2D sur table, où ça peut être beaucoup plus clair et net, l'approche, la vie, la mort, la respiration, le souffle. C'est vrai que quand on peut être amené à passer sous l'eau, sur mon Insta, si vous voulez aller voir, j'ai pris des images à La Réunion, c'est moi qui chante sur la vidéo et c'est pas coupé, c'est une vidéo en entier où c'est vraiment une danse. C'est Ludovic Breuil qui fait ça et c'est un ostéopathe à La Réunion qui fait pas mal de formations en France en ostéopathie aquatique aussi. C'est assez génial de pouvoir travailler dans cette qualité-là. C'est poétique, ça redonne de l'énergie, ça ressource. C'est vraiment beau, quoi. Moi, le premier qui m'a fait connaître l'ostéopathie aquatique, c'est Bruno Ducou. Et un grand merci à Bruno Ducou parce que ça m'a changé la vie dans mon idée de thérapie et de transmission, justement. Parce que les accouchements dans l'eau, je les pratiquais déjà depuis, je pense le premier accouchement dans l'eau, ça devait être 98. Hein, donc ça fait quand même un sacré moment. Et en ostéo, le fait de pouvoir à nouveau avoir cette pratique aquatique, c'était un pur bonheur. Donc c'est avec lui qu'on a commencé à faire les séminaires avec les dauphins, les baleines, voilà tout ça. Et le travail petit à petit s'ouvre. Et du coup, tu les vois souvent, les baleines et les dauphins? Alors moi j'y vais, je peux plus m'en passer, donc je suis obligée d'y aller une fois par an, minimum. Hein. Voilà. Après, c'est la nature, hein, donc c'est pas garanti de les voir. C'est-à-dire que c'est des croisières avec un objectif de croiser la baleine et le dauphin, mais il y a des fois où c'est assez rare. Par exemple, en Indonésie, au Sri Lanka plutôt, on a vu c'était une espèce de dauphin qui allait très vite.
On a fait une mise à l'eau et on n'a pas pu refaire plus. En plus, c'était compliqué par rapport à la législation dans le pays, tout ça. Donc, vraiment, la mise à l'eau, les observer, depuis un bateau, c'était possible, mais aller nager avec, c'est vrai que ils n'avaient pas trop l'habitude, ils savaient pas trop faire et c'était pas dans leurs attributions. Donc là, le fait de pouvoir respecter aussi les animaux, parce qu'il n'est pas question d'aller faire de la poursuite de dauphins ou de baleines. Donc c'est vraiment, on voit comment les animaux sont, on va se projeter pour pouvoir vraiment les aborder quand ils sont dans des bonnes dynamiques, quand ils ont envie de jouer, de sociabiliser, on les voit, on a des signaux où en fait il y a des moments où il faut pas les déranger, il y a des moments où ils sont pas prêts, il y a des moments où ils sont carrément pas là. Donc des fois, par exemple en Égypte, quand on est sur le yacht, les Égyptiens, ils veulent nous faire plaisir, les boatman et tout ça, tout l'équipage est aux petits soins, quoi. Donc ils guettent les dauphins, dès qu'on voit les dauphins, eh ben il y a plusieurs bateaux dans le lagon et donc il y a tous les bateaux qui partent, quoi. Nous, c'est vrai qu'on va voir un petit peu comment les dauphins ils sont. S'il y a trop de bateaux ou si ils sont pas en disposition, on n'y va pas. En fait, c'est vraiment quand et moi je préfère aller faire une pratique dans l'eau, faire des chants, faire de la vibration, se mettre vraiment à l'équerre, à l'intérieur et tout ça. Et bizarrement, en fait, ils vont venir à nous. On n'aura même pas besoin d'aller les chercher. Des fois, on est en train de faire des pratiques et on voit les dauphins qui nous appellent en disant mais moi aussi je veux jouer. Et en fait, c'est plutôt là aussi dans le partage et dans l'écoute qu'on va trouver des clés intéressantes et où on va pouvoir être dans une dynamique. C'est-à-dire que à Hawaï, par exemple, il y a beaucoup de dauphins. Donc en fait, c'est pas le problème on les chasse pas parce qu'il y a assez de monde. Mais en fait, on voit bien que en fonction de comment va être le groupe qui se met à l'eau, ben si c'est un groupe qui est bien centré, qui va respecter le dauphin et tout ça, les dauphins ils vont rester avec nous. Si c'est un groupe qui a pas du tout la conscience et qui est pas du tout branché, bah les dauphins ils partent et en fait il n'y a pas de miracle en fait. Non. Voilà. Donc et pour les baleines, ben là aussi j'ai eu la chance à la Réunion en septembre de nager avec une maman baleine et son baleineau. Alors c'était la première fois que j'étais dans l'eau vraiment avec face aux baleines. On était à 5 mètres. Donc on a bien navigué pendant un moment parce qu'il n'y a pas d'endroit où aux Açores il y a des vigies le long de la côte et ils repèrent les bancs de dauphins, les baleines, les cachalots, tout ça. Mais là en La Réunion il n'y a pas ça et donc on va un peu au petit bonheur la chance. Hein. Donc des fois on les voit sauter de loin. Là, il y avait un petit baleineau qui était en mode je veux jouer, je veux jouer. Donc en fait, on l'a vu quand même sauter. Donc on s'est rapproché tout doucement. Et en fait, on se met à peu près à, je sais plus qu'est-ce que c'est les normes exactes, mais je crois que c'est 100 mètres ou 200 mètres de la baleine dans sa direction où elle avance. Et puis, on se met à l'eau tout doucement et on se rapproche en nageant, vraiment en étant côte à côte pour pas lui couper la route. Enfin, il y a vraiment des règles qui sont de plus en plus respectées d'ailleurs par rapport aux cétacés où il faut pas perturber leur moment. Mais ils sont vraiment super curieux. Et là, en fait, c'était drôle parce que la maman, il y avait pas mal de houle. Donc, il fallait quand même palmer, tout ça. On le voyait sauter un peu au loin. Puis finalement, il s'est rapproché de nous parce qu'il est curieux. Et en fait, il n'était plus qu'à 5 mètres. Et là, l'instructeur m'a tapé sur l'épaule. Donc, on avait le tuba, les masques et tout ça. Et l'instructeur me tape sur l'épaule. Il me dit, regarde dessous. Et là, je regarde dessous moi. Il y avait Big Mama qui venait tout doucement voir ce que ces petits humains faisaient avec son bébé. Mais c'était une chance incroyable qu'elle nous ait laissé approcher son bébé dans cette dynamique-là, quoi. Enfin, du coup, et ils nous ont fait un petit spectacle devant notre nez et ils sont repartis tranquillement à leurs activités. Une petite Corée pour toi. Ouais, voilà, et là, c'est pareil, quand tu nages dans le champ des baleines. J'espère qu'on va couper, il est moins 10. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Non, je pense que c'est bon, hein, je pense que, ouais. Et du coup, vraiment, c'est quelque chose qui reste, qui nous imprègne, en fait. Le chant des baleines, ça
Oui. ça travaille encore la vibration, même quand tu es dehors. Et d'être dans le champ de conscience de la baleine, c'est pareil, c'est quelque chose qui te transforme, en fait. J'ai eu la chance d'aller avec une maman à Hawaï, justement, qui avait un bébé qui était à 5 mois de grossesse, 6 mois de grossesse, peut-être. Et en fait, le bébé nous prévenait quand la baleine remontait. C'est trop drôle. Voilà. Donc, il était là, tuc, tuc, et la maman elle faisait, il arrive. Et là, paf, on voyait la baleine en surface. Et c'était vraiment la connexion totale. Parce que là, ouais, on n'a pas le droit de nager avec les baleines. Donc on les observe depuis le bateau. Loin, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres endroits où on a la possibilité de les voir là. Donc là, il y a un voyage à Tahiti en septembre. Donc Oléron, c'est juin. Début juin, où on va faire du travail vocal aussi. Ouais. On va faire de la voile et du paddle et éventuellement du surf si les conditions le permettent. On a un super prof de surf et de paddle qui est formidable. En juillet, si on a de la demande, là on pourra aussi faire du travail aquatique et on va plutôt faire la côte sud sous Ajaccio. En partant d'Ajaccio, on va faire vraiment toute cette partie-là qu'on va découvrir. Et donc généralement j'ai la chance d'avoir un skipper qui est ostéopathe et skipper. Donc là c'est royal aussi parce qu'il nous emmène dans des endroits où il n'y a personne et où on est seul au monde. On a l'impression d'être au bout du monde. Hein, et on fait des fois une nuit au large où on a la Corse vraiment de loin. Et on entend on fait des quarts et il y en a qui peuvent entendre le bruit des baleines autour de nous au large de la Corse, quoi. C'est magique, hein, vraiment. Et puis Tahiti, c'est en septembre. Ouais. Et je vais aussi probablement retourner à La Réunion pour une formation en épigénétique méthode Noguès. Trop Donc bien. ça, on n'en a pas parlé, mais voilà, Non, ça mais fait partie de. J'avais sorti ce bouquin, tu le connais peut-être, celui de Nathalie Zamateo qui parle justement d'épigénétisme. Ouais. Donc, donc moi j'ai fait une formation qui est assez formidable. Si vous voulez aller voir, c'est méthodenogues.net, je crois, et qui est toute une approche sur justement le développement personnel et très complémentaire avec ce qu'on peut faire en ostéopathie pour pouvoir justement garder les clés de l'autonomie. Parce qu'en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est que mes patients ils soient bien dans leur vie, bien dans leur travail, bien dans leur corps, bien dans leur émotionnel, bien dans leur tête, qu'ils puissent réaliser leurs rêves et être en présence le plus possible avec leurs enfants. Donc voilà, et qu'ils donnent ça comme exemple, parce que en fait les petits sont nourris de l'exemple des parents. Donc moi je m'engage aussi à travailler. Je suis pas ostéopathe pédiatrique pur, parce que je trouve que le travail de toute la famille, des fois j'ai 3 générations. Je travaille les 3 générations parce que en fait, le bébé après, c'est super de pouvoir lui donner des ailes, mais si derrière il est dans son jus dans la famille et que ça suit pas, en fait, il va se les rogner par loyauté familiale. Donc le fait de pouvoir vraiment travailler sur toute la systémique familiale, c'est génial. Oui, et puis arrêtons de penser que les bébés sont venus là aussi pour nous libérer, nous, les parents ou les grands-parents, ou tu vois, les oncles et les tantes. Parce que ça fait quand même une charge mentale pour ce bébé qui arrive, qui est assez insupportable, parce que nous aussi, nous avons été les enfants de nos aïeux qui ont compté sur nous et il faut arrêter. On fait chacun son job, hein, et le bébé, il a déjà sa mission de vie. Donc, fout ton bébé déjà, et travaillons sur nous. Hein. Super, exactement. C'est bien d'être de la même planète. Hein. Complètement. C'est dingue. Je trouve ça trop génial. Écoute, je sais pas comment te remercier et te dire merci. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité sur ce live. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Ouais, je suis contente de cette spontanéité qu'on a eue toutes les deux et de l'accueil que tu as eu de cette demande parce que voilà, c'est pas évident pour moi, mais je suis contente. Voilà, je suis vraiment contente. Et puis, ça donne tellement envie. J'ai envie de faire tous les voyages, l'Oléron, la Corse, Baïkane, la Réunion. Je crois que je vais arrêter de bosser. Je vais te suivre partout. Ouais, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Et ben, tu Et seras la bienvenue et tu seras bien accueillie si, ouais, si tu veux venir. c'est sûr que il y en aura au moins un de tout Ouais, ça. C'est je bah oui, pense qu'on va se c'est retrouver. c'est Ici ou là clair. sur la planète. Voilà, ouais, on C'est va pas se possible retrouver. autrement, c'est pas possible. Et puis bah, pour ceux qui n'ont pas Instagram et qui auront envie de proposer à l'autre, je vais transférer cette vidéo forcément D'accord. à Elisa. Et elle sera mise sur mon YouTube, donc voilà, vous aurez les liens, vous inquiétez pas. Et puis partagez parce qu'il y a plein de gens qui aimeraient avoir ces connaissances-là, Ouais. ces formations-là. Et le but de pour moi, ces Insta, c'est vraiment de partager nos amours et la passion que nous avons chacune. Voilà, nos compétences, et puis de Exactement. se rendre compte que finalement, il n'y a pas une technique qui est mieux qu'une autre. C'est vraiment la technique qui va aider. Je sais que moi, je travaille beaucoup en pluridisciplinaire Tout à parce que, fait. par exemple, des fois, en fleur de bac, quand je sens qu'une personne elle a besoin, bah, je vais l'orienter vers quelqu'un qui peut en proposer pour pouvoir Mhm. vraiment, ou je vais en proposer moi-même, hein, parce que des fois, je vais sentir que c'est cette vibration-là de fleur qu'il Bien, va c'est falloir un donner. peu. Et le fait de pouvoir travailler comme ça, dans cette spirale vertueuse, ben, ça potentialise la résilience chez tout le monde, quoi. Donc, vraiment bravo pour ton travail. Merci beaucoup. Bah, c'est aussi le travail que j'ai fait avec Claude Imbert, parce que du coup, c'est aussi les empreintes de naissance. Ouais. Et la naissance, c'est pas que les femmes enceintes, c'est aussi les adultes que nous sommes là pour libérer tout ce qui est encore à libérer chez nous, tu vois, pour les futures générations, et puis celles qui sont passées aussi, parce que nos enfants, etc., ont aussi besoin d'être libérés de nos propres empreintes. Même s'ils sont nés, c'est pas grave, le travail est toujours OK. Oui, oui, on peut toujours travailler, quoi qu'il arrive. En fait, Exactement. pour les mamans, souvent, ce que j'aime bien dire, c'est que de toute façon, ça se passe jamais comme on a prévu. Hein. C'est ça. L'accouchement, c'est toujours autre chose, même si c'est mieux, moins bien, pas, enfin, complètement étonnant. Mais de toute façon, à partir du moment où on trouve du sens, tout est OK en fait, tout est acceptable. L'accouchement, si c'est une césarienne, on retravaille sur table, même 4 ans après, même 10 ans après. Tu disais tout à l'heure pour les forceps, il n'y a pas de problème, on peut tout travailler. Tant qu'il y a de la vie, ben, en fait, tout se travaille et tout se libère. Donc, voilà, on garde l'espoir et l'ouverture pour pouvoir. Mais n'hésitez pas à vous faire aider. Parce que tout seul, c'est trop dur de porter la culpabilité pour les mamans. C'est vraiment important de pouvoir intégrer que ben, vous n'êtes pas seul pour les parents, vous n'êtes pas seul pour les ostéos. Si vous avez des choses qui bloquent ou qui se reproposent, bah, il faut aller voir d'autres professionnels, partager vos expériences, trouver des solutions et comme ça, on avance ensemble. C'est ça. Voilà. Et on va pas tous déménager à Lyon. Ouais. Bon, ça va pas être possible. Mais il y a plein de bons accompagnants un peu partout. Donc Ouais. voilà, renseignez-vous. Il y a de belles personnes sur Terre. Hein. Donc Il y en a faites-vous plein. bien entourer aussi. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Super, bah, merci beaucoup encore. Beaucoup, On se beaucoup. tient au Lisa. courant. Hein. Et puis, Ouais. si vous avez des questions, n'hésitez pas, voilà, poser sur les chats, on essaiera de répondre. Et si vous avez des idées sur un autre thème, on peut faire aussi un autre thème. Oui, alors moi je pense nous on va les trouver toutes seules. Bon, mais oui, après, si vous avez envie de mettre des commentaires, une fois que c'est en ligne, c'est toujours cool, quoi. Ça fait du bien de savoir. Après, bon, il n'y avait pas trop de questions. Je pense qu'on a répondu à tout le monde. Non, on a fait un petit tour d'horizon là. Voilà, On a donné, un petit apéritif de ce qu'on peut faire un petit pour tout le teasing. monde. Voilà. Allez, ben, à bientôt. Bonne soirée, Lisa. Oui, à Ouais. bientôt. Bisous. Ciao.